Donc, nous poursuivons. Euh, Nous avions dit en introduction que chaque forum FLE, nous avions le plaisir d'inviter, de faire participer d'anciens ou d'anciennes étudiants, étudiantes. Et donc, voilà, c'est au tour de Romane Garcia, qui a soutenu son mémoire de Master 2 en septembre dernier, c'est ça, hein, qui a donc conclu son Master 2 didactique du français langue étrangère en septembre 2024, qui a fait un mémoire que j'ai eu la chance et le plaisir d'encadrer. Ça a été un réel, voilà, un réel plaisir, comme ça arrive parfois quand on encadre des mémoires, c'est plus ou moins évident. Avec Romane, il y a eu énormément d'échanges. C'est pour ça que je suis très, très contente qu'elle puisse présenter son travail aujourd'hui. Elle est donc depuis 2 ans enseignante dans une classe de mission de lutte contre le décrochage scolaire. Elle va vous expliquer ce dont il s'agit. Elle travaille avec de grands adolescents, étudiants, enfin apprenants exilés. Et je lui laisse la parole. Beaucoup, Charlotte. Effectivement, je suis diplômée de l'UGA du Master FLES et donc j'enseigne, comme l'a dit Charlotte, depuis 2 ans au sein de la MLDS FLE du lycée Élie Cartan à la Tour du Pin, entre Grenoble et Lyon. Et c'est dans cette MLDS FLE que j'ai effectué mon stage l'année dernière et que j'ai mis en place le projet dont je viens vous parler aujourd'hui, qui avait pour objectif de faire face à l'hétérogénéité culturelle d'un des 2 groupes de la MLDS FLE. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la MLDS FLE? C'est la mission de lutte contre le décrochage scolaire. On a 2 types de MLDS. La MLDS trajectoire pour des apprenants, en décrochage scolaire et la MLDS FLE, qui est un dispositif de scolarisation, pour adolescents migrants âgés de 16 à 18 ans. Il est souvent comparé ce dispositif à l'UPE2A. La majeure différence, c'est qu'en MLDS FLE, on n'a jamais, de ce que je sais, on n'a jamais d'inclusion dans les classes ordinaires. Et ça va vraiment être aussi la tranche d'âge, puisque en MLDS FLE, c'est vraiment 16-18 ans et pas avant. On est sur une année d'enseignement du FLE et d'autres enseignements fondamentaux, avec une focalisation sur la création d'un projet professionnel pour la fin de l'année, dans l'objectif d'intégrer une formation qualifiante, parce que la MLDS FLE n'est pas une formation qualifiante. On y retrouve 2 groupes de niveaux, le niveau A1 et le niveau A2. Pour la MLDS FLE du lycée Élie Cartan, donc à la Tour du Pin, on retrouve 2 groupes de niveaux, effectivement. Pour l'année 2023-2024, on avait le groupe A, donc de niveau A1, avec des nationalités très variées, des apprenants allophones du monde entier. Et on avait aussi le groupe 2, le groupe B, pardon, de niveau A2, avec une très grande majorité d'apprenants d'Afrique francophone subsaharienne, peu ou pas scolarisés antérieurement. Donc en surface, on a un groupe tout de même assez homogène au niveau linguistique, puisqu'ils sont tous francophones. Au niveau de la zone géographique d'origine, puisque 12 apprenants sur 13 venaient d'Afrique de l'Ouest et le 13e était comorien. Également au niveau du statut administratif, puisque comme dans beaucoup de MLDS FLE, on a une grande majorité de mineurs non accompagnés, donc 12 apprenants sur 13. Donc c'est de ce groupe a priori homogène dont je viens vous parler aujourd'hui pour aborder l'hétérogénéité culturelle, puisque quand on se penche un petit peu plus sur le groupe B, on peut apercevoir une grande diversité, une hétérogénéité au niveau des ethnies et des langues parlées. Par exemple, on va avoir 8 apprenants guinéens, mais sur ces 8 apprenants guinéens, on a quand même 4 ethnies différentes. Ensuite, on a un apprenant comorien, un apprenant béninois, 2 apprenants ivoiriens et un apprenant sénégalais. Et au niveau des langues, on a pour tous, donc j'ai noté vraiment les langues qu'eux m'ont citées lorsque je les ai interrogés. Certains n'ont pas cité le français, mais ils sont tous francophones, donc ils ont tous au moins 2 langues qui parlent couramment et plus pour certains. Donc en travaillant avec eux avant mon stage et durant mes premières observations de stage,
J'avais observé que cette forte hétérogénéité au niveau ethnique, culturel et linguistique, elle pouvait être source de tensions, de conflits au sein de la classe et elle pouvait représenter un obstacle à l'échange important, comme par exemple dans ces extraits issus de discussions en classe. On ne peut pas parler avec les Béninois, retourne au Bénin faire ton vaudou, toi, ou ô toi le malien, qui n'était pas destiné à un apprenant malien, mais plutôt dans un objectif discriminant. Donc, c'est des extraits très contextualisés, mais avec, par exemple, on ne peut pas parler avec les Béninois, l'obstacle à l'échange, la barrière euh, qui est mise entre les apprenants de cette classe est quand même assez évidente. J'observais beaucoup de manifestations, de représentations négatives vis-à-vis les uns des autres. Et ces représentations négatives, elles se ressentaient aussi dans un rejet de l'assimilation à la communauté africaine, comme par exemple avec Wassim. Wassim, c'est l'apprenant béninois qui est très souvent marginalisé de la part des autres apprenants du groupe. Il est très souvent rejeté, mis à l'écart sur fond de critères ethniques. Et Wassim, il nous dit Amir et moi, si les gens nous voient ensemble ici, ils vont juste voir deux Africains, deux Noirs, et ça va pas aller plus loin. Alors que Amir et moi, à part notre couleur de peau, on n'a rien à voir ensemble, on s'entend même pas. Donc le on s'entend même pas transcrit bien les tensions au sein du groupe, surtout par exemple entre Wassim et Amir. Wassim, l'apprenant béninois, souvent marginalisé, et Amir qui fait partie des apprenants guinéens de la classe, donc plutôt du groupe un petit peu plus majoritaire. Donc voilà, donc toutes ces observations m'ont mené à me questionner sur un dispositif qui permettrait en fait d'ouvrir le dialogue entre ces apprenants, de faire en sorte que l'hétérogénéité culturelle ne soit plus source de conflit au sein de ce groupe. Et en ayant en tête l'idée de la rencontre interculturelle, j'ai découvert l'ouvrage de Anne-Sophie Caillet, donc la thèse d'Anne-Sophie Caillet, Philosopher avec des adolescents migrants, qui est le parent de mon projet qui m'a passionnée. Voilà. Et également l'ouvrage Pourquoi et comment philosopher avec des enfants, sur lequel je me suis beaucoup appuyée dès le début de mes recherches. Et je me suis également appuyée sur les conseils d'une collègue de la MLDS FLE qui est animatrice de débats philosophiques dans la région. Et tout ça m'a menée à considérer la pratique philosophique comme un support intéressant à l'ouverture d'un dialogue, à l'élimination des barrières engendrées par l'hétérogénéité culturelle au sein de ce groupe. Donc pourquoi la philosophie? Selon Anne-Sophie Caillet, la philosophie, elle va permettre de mettre en place une communauté de recherche de sens à donner aux concepts abordés. Elle va permettre la mise en place d'une réflexion commune, la construction de cette réflexion commune alimentée par le vécu, la vision des choses et donc par la réalité de chacun des apprenants du groupe. Et à propos de ces réalités diverses, je me suis basée aussi sur le principe d'universel singulier, donc développé par Porcher en collaboration avec Abdallah Pretsey, selon lequel une réalité peut exister de partout, mais elle sera interprétée différemment selon chaque société, donc que j'étends à l'individu, comme par exemple le bonheur qu'on a abordé dans le projet avec les apprenants. Le bonheur existe de partout, mais il sera interprété différemment selon le vécu, les expériences et le système de référence de chacun. La pratique philosophique, elle peut aussi permettre de bousculer l'homogénéité de surface du groupe que j'abordais plus tôt, justement en mettant en avant une pluralité d'interprétations, de réalités, en favorisant l'expression d'un soi multiple, singulier et complexe par la réflexion, par l'interprétation qu'on donne à ces notions, à ces concepts universels singuliers. Donc la philosophie dans ce projet, c'est vraiment un support à la réflexion. C'est pas du tout, c'est pas un but en soi. On va pas du tout prétendre à répondre à des grandes questions universelles, mais simplement s'appuyer dessus pour ouvrir un dialogue. Et c'est un projet sur la thématique de l'interculturel, mais ici c'est plutôt l'inter qui va nous intéresser.
plus que le culturel. C'est vraiment l'idée de la rencontre avec l'autre. Donc, comment ce projet a été mis en place sous la forme d'ateliers de discussion à visée philosophique durant 3 mois, à raison d'1 heure par semaine, 1 heure d'atelier en demi-groupe de 6 à 7 apprenants en table ronde. On a pu faire 6 ateliers et aborder 4 notions philosophiques différentes. Les différences, la liberté, le bonheur, les émotions. Certaines, comme la liberté, on a choisi d'aborder la liberté sur 2 ateliers différents à la demande des apprenants. Pour chaque atelier était rappelé avant de commencer un cadre convenu avec les participants, les apprenants, qui étaient inspirés du coup des conseils de ma collègue qui anime des débats philosophiques, qui étaient écoute, sincérité et respect. Et j'avais également mis en place, à l'instar d'Anne-Sophie Caillet, à la fin de l'atelier, des post-it réflexifs qui ne répondaient pas à une consigne particulière, si ce n'est de communiquer ce qu'on a ressenti, ce qu'on retient, ce qu'on a appris durant l'atelier. Donc pour les résultats de ces 3 mois d'atelier de discussion à visée philosophique. Les ateliers ont donc permis de mettre en place la construction d'une réflexion commune, comme par exemple dans l'extrait numéro 2, issu de l'atelier sur la liberté, où on a Priska qui dit « Pour moi, la liberté, c'est par exemple, tu sors, personne va te demander qu'est-ce que tu fais. Et puis la liberté, c'est tu ne dois rien à personne, tu vis en paix. » Donc Priska nous donne son interprétation de la liberté. Et Mayem intervient pour reformuler « ne pas rendre compte ». Priska lui répond « Voilà, tu vis en paix, tu fais ce que tu veux et voilà quoi ». Et ensuite, on a l'intervention d'un 3e apprenant, Amir, qui rajoute une idée sur l'interprétation de Priska. Ce qu'elle vient de dire, moi, je veux dire que c'est ça. Ce qu'elle a dit, c'est une qualité de liberté. En fait, elle a dit qu'en gros, sa vision de la liberté, c'est d'être indépendant dans la vie. Mais avant d'être indépendant, il faut passer par des étapes. Donc, il va synthétiser l'idée de Priska et y ajouter son idée. Et on a l'intervention d'Ousmane qui demande un étayage linguistique, dépendant ou indépendant, et Moa qui lui répond indépendant. Donc, par le biais de différents procédés comme l'argumentation, l'interprétation, la reformulation ou l'étayage, on a 5 apprenants qui s'engagent dans une réflexion commune, dans l'élaboration du sens à donner aux notions et qui donc endossent le rôle de partenaire dans l'élaboration du sens à donner aux notions. Et en fait, en considérant leurs camarades comme des partenaires, en considérant l'autre comme un partenaire potentiel, les apprenants, ils ont également amoindri la méfiance vis-à-vis de l'autre. Comme par exemple dans cet atelier, dans cet extrait issu de l'atelier sur les émotions, donc le dernier atelier, Wassim, qui pour rappel est l'apprenant béninois, marginalisé, discriminé au sein du groupe, qui se lève face à la classe et qui nous dit de manière un petit peu solennelle: moi, j'aimerais dire quelque chose à tout le monde. J'aimerais que tout le monde m'écoute et retienne ça, car je pense que ça peut aider les gens. Oula, c'est dur, je sais pas comment dire. J'aimerais dire à tous ici présents, même vous, madame, que dans la vie, il faut pas toujours courir derrière le bonheur. On a dit que le bonheur, c'était des petites choses dans la vie. On ressent de la joie à un moment et on ajoute avec d'autres moments. Donc, il faut pas essayer d'avoir le bonheur tout le temps. Il faut essayer d'avoir des moments de joie. Voilà. Donc, cet extrait, on s'imagine, enfin, moi, j'ai observé qu'il représentait une prise de risque. Pour Wassim, on voit qu'il appréhende la réaction des camarades, il le verbalise lui-même, « Oula, c'est dur ». Mais cet extrait, il témoigne aussi d'une affirmation de soi et d'une prise de confiance en soi, mais aussi envers les autres, qui est récompensée par Moussa et Saïd qui lui disent « Wassim, t'as tout dit, merci Wassim d'avoir partagé ce conseil avec nous ». Donc, qui viennent valoriser l'intervention de Wassiou, là où avant, les apprenants allaient plutôt se conformer à l'opinion majoritaire, ne pas intervenir d'eux-mêmes avant les ateliers, selon mes premières observations, ne pas intervenir d'eux-mêmes et voilà, se conformer à l'opinion majoritaire pour éviter le conflit, le rejet. J'ai également observé durant ces ateliers le développement de la capacité à se décentrer, puisqu'aborder des notions philosophiques nécessite forcément de voir ces évidences remises en question, que ça soit par soi
ou par les autres. Et on n'est pas là pour imposer en fait ses opinions, mais au contraire pour questionner la source de nos assertions. Qu'est-ce que je pense? Pourquoi je pense comme ça? D'où me vient cette idée et qu'est-ce que j'en fais? Et on va venir confronter, donner du relief à nos évidences grâce à celles des autres, ce qui a mené les apprenants à une relativisation de leur système de référence, à une prise de conscience qui n'était pas l'unique possible et l'unique valable. Comme par exemple l'extrait numéro 4, issu de l'atelier sur le bonheur, où Ousmane verbalise clairement, en fait, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes opinions. Moi, je peux penser ça, je peux désirer ça, je peux trouver le bonheur dans quelque chose, mais pourtant l'autre, il va pas trouver le bonheur dans cette chose, et moi, lui réponds évidemment. Donc ici, Ousmane met en avant, effectivement, verbalise ces différentes interprétations qu'une même notion pourrait avoir. Voilà. Et dernièrement, ces ateliers, ils ont également permis de bousculer, comme je l'avais dit plus tôt, une homogénéité de surface, puisque au travers de notions, de concepts philosophiques de type universel singulier, on va accéder à la découverte d'une multitude de réalités qu'on n'a pas forcément le temps ou l'habitude d'aborder en classe standard. Et c'est aussi pour eux une occasion de revendiquer une interprétation qui leur est propre, et ainsi, par extension, une identité propre, complexe, multiple, en mobilisant un vécu singulier pour donner un sens au concept philosophique. Et cela, je l'ai vu grâce à un temps de réflexion individuelle que j'avais instauré au début de chaque atelier, qui consistait en une recherche iconographique de la notion. Donc, je leur disais pendant 5 minutes, on commence l'atelier par une petite recherche individuelle où vous me dites, ça peut être symbolique, ça peut être une image, une musique, n'importe, ce qui vous vient à la tête quand je vous dis le mot liberté ou bonheur. Et par exemple, Mayem avait utilisé la photo de classe du groupe B, du coup, pour illustrer son idée de la différence. Wassim, il nous avait parlé du symbole de la route pour illustrer la liberté. Et Saïd, pour illustrer le bonheur, avait montré une photo de sa famille. Donc là, on peut encore observer un dévoilement de soi à nouveau. Et ce temps de réflexion individuelle a été pour chacun l'occasion de donner leur interprétation de la notion dès le début de l'atelier sans être influencé par ce qui avait été encore dit. Et voilà. Pour terminer, plus globalement, ces ateliers, ils ont permis d'observer une diminution de la méfiance vis-à-vis de l'autre. On peut le lire sur un des post-it réflexifs rendus lors de l'atelier numéro 5. On peut parler de nous, il y a confiance, il y a respect dans le groupe. Donc c'est vraiment cette idée de la confiance qui s'instaure dans la classe, de la relation de confiance plutôt que la relation conflictuelle qu'on avait plutôt avant les ateliers, en tout cas lors de mes premières observations. J'ai également observé une meilleure communication et une meilleure compréhension, comme en témoigne le post-it de l'atelier numéro 4. On est écouté et compris et on comprend mieux, donc la notion d'écoute et de compréhension. Ici, l'apprenant verbalise pas vraiment, mais il verbalise clairement ça à l'écrit. Et également la reconnaissance de l'autre comme un être complexe, singulier et multiple, qui va au-delà des assignations identitaires, des représentations négatives et des stéréotypes, comme le dit le dernier post-it. Il y a des choses vraies et des stéréotypes, issus de l'atelier sur les émotions, celui-là. Donc en fait, par ce projet, avec ces ateliers, j'ai pas cherché à effacer l'hétérogénéité. De toute façon, elle est là, mais au contraire à mettre en lumière son caractère enrichissant, puisque par la pratique philosophique, on va venir s'enrichir soi et on va venir enrichir la réflexion des points de vue, des interprétations différentes, élaborer la réflexion ensemble grâce au vécu de chacun et à la vision des choses de chacun, à la réalité de chacun. Donc on va plutôt prendre conscience de son caractère enrichissant plutôt que d'en faire un frein à l'échange. Et pour terminer, il me semble important de rappeler que, évidemment, tout ça est très contextualisé. Ça s'attache au groupe B de l'année 2023-2024.
Mais évidemment, la pratique philosophique, elle peut recouvrir totalement d'autres enjeux avec le même public. Par exemple, cette année, je continue de mettre en place des ateliers de discussion à visée philosophique avec le groupe de niveau A2 de la MLDS FLE. Et on a un public qui est similaire en surface également, mais on va avoir moins cette impression d'homogénéité. On a beaucoup plus de nationalités différentes, beaucoup plus de parcours migratoires différents, de classes sociales différentes, qui va moins donner cette impression d'homogénéité qui peut être j'ai oublié le mot que je voulais. Généralisante. Il y a un mot que je vais dire, bon, c'est pas grave, qui peut être très généralisante. Donc, les apprenants vont moins être dans le conflit, en tout cas sur critères ethniques ou linguistiques, par exemple. Mais cette année, on va plutôt utiliser la pratique philosophique dans un objectif de développement de la pensée critique, par exemple. Donc, c'est des adaptations, mais ça se fait de manière assez naturelle. De toute façon, la pratique philosophique, voilà, peut recouvrir énormément d'enjeux différents, je pense. Et je pense que chaque année, suivant le groupe, ses caractéristiques et ses besoins, euh, on peut, on peut choisir les enjeux qu'on donne à cette démarche. Voilà. Merci beaucoup, Romane, pour cette passionnante présentation et puis pour la clarté de ton propos. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a quelques... Merci beaucoup, Elke Enes, c'est une enseignante-chercheur à l'UGA. Donc, merci, c'était beaucoup apprécié votre présentation. J'avais une question par rapport aux éventuelles résistances. Enfin, je compare à une fille qui est la philosophie. Voilà, c'est pas apprécié par tout le monde. Donc, comment est perçue, reçue cette proposition par les gens ici? En fait, les apprenants de MLDS, ils ont parfois du mal, ce que j'ai observé, en tout cas durant mes 2 années avec eux, à saisir les enjeux de cette année de scolarisation. Que très souvent, leur objectif, c'est d'aller travailler. Et en fait, on leur dit à leur arrivée en France, bon, bah non, en fait, tu vas aller à l'école pendant 1 an. Donc déjà, c'est parfois difficile de leur faire saisir les enjeux. Et en plus, quand on leur parle de philosophie, ce qui est un petit peu abstrait pour eux. Donc au début, quand je leur ai présenté le projet, ils m'ont dit, mais pourquoi rendre l'école encore plus difficile? On peut s'en tenir aux enseignements fondamentaux. Mais en fait, j'avais bien pris le temps de leur expliquer. J'avais apporté l'ouvrage Philosopher avec des adolescents migrants plurilingues que j'ai fait passer dans le groupe qu'ils ont pu feuilleter pour avoir une idée parce qu'en fait, dans cet ouvrage, il y a beaucoup de fiches sur chaque thème. Et c'est grâce en fait, c'est ces fiches que j'utilise à chaque atelier. Il y a beaucoup de questions, de définition des concepts. Donc, j'ai fait passer le livre pour qu'ils puissent un petit peu se familiariser, prendre confiance en la pratique philosophique. Et je leur ai bien rappelé que, comme je l'ai dit, on n'était pas du tout là pour répondre à des grandes questions. On était là pour penser. Et en fait, quand je leur ai demandé, je l'ai fait sous forme de brainstorming. J'ai écrit philosophie au tableau. Il y en avait qui en avaient jamais entendu parler, mais il y en a qui ont donné des remarques très intéressantes. Il y en a un qui a dit philosopher, c'est penser. Et en fait, de leur dire oui, le point de départ de philosopher, c'est penser. Et penser, vous en êtes tous capables. Déjà, ça les a un petit peu rassurés. Mais c'est vrai qu'à l'atelier, au premier atelier, je pense qu'ils y croyaient pas trop. Et puis après, ils se sont pris au jeu assez naturellement. Le premier atelier, il était un petit peu chaotique parce que j'avais pas vraiment mis en place de cadre. Quand on en avait parlé, lorsque je leur avais expliqué le projet, ils m'avaient dit non, non, mais c'est bon, madame, on va bien faire. On n'a pas besoin de mettre l'étape dans une disposition particulière ou d'instaurer une charte, en gros, de comment faire marcher l'atelier. Et je leur ai dit, d'accord, on va faire le premier atelier et puis on verra après.
Donc comme ça, ils ont observé par eux-mêmes qu'effectivement, c'était un petit peu chaotique si on n'instaurait pas de cadre ensemble. Et donc le deuxième atelier, ça a été un atelier où on a mis en place tout ça, comment allait se dérouler le projet, les prochains ateliers. Et en fait, de les concerter, eux, sur comment ils imaginaient ça, ça leur a donné vraiment une place active dans le projet. En fait, cet atelier, on n'a pas abordé une notion philosophique, mais je l'ai quand même considéré comme un atelier de discussion à visée philosophique, puisqu'on avait cette idée de la réflexion commune autour de la question de comment mettre en place un projet pour que ça soit enrichissant et stimulant, motivant pour nous tous. Et en fait, je pense qu'avoir mis en place ça de manière processuelle et collaborative, ça les a vraiment engagés dans le projet et qui s'y sont pris ensuite assez naturellement. Merci beaucoup. Et effectivement, l'insistance sur ces étapes préalables me semble indispensable. Oui, j'ai fait une partie Merci. spéciale dans mon mémoire pour expliquer pourquoi j'ai considéré ça comme un atelier à part entière. Ça, oui, c'est bon. Oui, bah, c'est tellement intéressant. Et notamment, enfin, déjà, je trouvais ça intéressant. Et depuis, vous avez dit que vous les avez intégrés au processus de mise en place du projet encore plus. J'avais une question. Donc là, à la fin du projet, enfin, à la fin des ateliers, il y a eu un bénéfice observé, notamment dans la relation entre eux. Est-ce que ça s'est inscrit dans la durée après ou est-ce que... Eh bien, justement, j'aurais bien aimé pouvoir répondre à cette question, mais en fait, c'était la fin de l'année. Donc, j'ai pas, en classe, en tout cas, j'ai pas pu l'observer, mais j'étais satisfaite d'entendre des remarques dans les couloirs, notamment une où un apprenant avait fait une remarque envers Wassim et un autre apprenant, d'ailleurs, je crois que c'était Amir, l'a repris en disant non, mais ça, pas du tout, c'est un stéréotype, tu dis ça juste parce qu'il est béninois. Et venant de Amir, qui était au début l'un des premiers à rejeter Wassim, quoi. C'est un exemple, j'ai pas noté d'autres en particulier, mais celle-là, elle m'avait fait chaud au cœur d'entendre ça. Voilà. Bonjour, je suis Marie, étudiante en DU FLE. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça a peut-être été dit au début, mais je suis passée à côté de l'information. Est-ce que ça a été exactement les mêmes apprenants sur les 6 séances ou bien est-ce qu'il y a eu certains qui n'étaient pas là à certaines reprises et qui revenaient par la suite? Non, j'ai volontairement changé les groupes à chaque fois, puisque l'objectif, c'était justement de découvrir plein de réalités et de points de vue différents. Et je me suis dit qu'en changeant à chaque fois les apprenants, ça serait à chaque fois des dynamiques différentes et qu'on aurait, on aurait plus de résultats, encore plus d'interprétations différentes en changeant chaque apprenant. Voilà, plutôt que toujours laisser les mêmes apprenants ensemble, où je pense que, bon, sur 3 mois, non, mais au bout d'un moment, on aurait peut-être fini par un peu plus tourner en rond, si je peux dire. Alors que là, à chaque atelier, on revenait par exemple sur des choses qu'on a dit avant. Par exemple, on le voit dans l'extrait où Wassim il prend la parole, il relie ce qu'on a dit à l'atelier sur le bonheur à l'atelier sur les émotions. Et en fait, le fait de changer d'apprenant, de groupe d'apprenants à chaque fois, ils allaient, eux, réinterpréter et reformuler des choses qu'on avait dit dans l'atelier précédent, par exemple, pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà. Ok, merci, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Catherine. Merci beaucoup, Romane. C'était très, très intéressant. Alors déjà, vous avez le bonjour de Anne-Sophie Caillé, à qui je viens d'envoyer le titre de votre présentation, puisque c'est notre collègue Paul Pouzergue et moi-même au SUL d'Aix-Marseille. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, alors qu'on est en train de parler depuis ce matin de l'hétérogénéité comme quelque chose qui peut être, bon, à la fois bien sûr une richesse, mais un défi, qu'on parle beaucoup de l'hétérogénéité des niveaux, etc. Et que vous, au contraire, vous dites que grâce à ce type d'atelier, on fait vraiment ressortir, on cherche à se débarrasser d'une certaine homogénéité de surface
Donc, je trouve c'est intéressant de retravailler sur ces termes-là. Et donc, vous êtes vraiment au cœur de la mise en valeur de la diversité ici. Euh, alors, nous, au SUL, effectivement, à travers notre collègue Anne-Sophie Caillé met en place cet atelier de pratiques philosophiques et interculturelles avec des étudiants internationaux. Et effectivement, ça donne des choses aussi très intéressantes. Nous avons des étudiants vous l'avez vu, de nationalités très diverses, avec des parcours très différents aussi. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte, mais l'atelier de philosophie a aussi une dimension très, très intéressante pour mettre en valeur la diversité de tous, développer l'esprit critique. Voilà. Donc, c'était juste une remarque. Bah, merci. Et par rapport à Anne-Sophie Caillet, la question, je me la suis posée quand je m'inspire en fait de sa thèse, mais comment adapter, comment m'approprier le dispositif. Et ça, en fait, aussi, ça s'est fait assez naturellement à la vue des besoins des apprenants et comme on a construit ensemble le projet avec tous les apprenants, j'ai pu me l'approprier. Mais au début, j'avais un petit peu peur de pas réussir à adapter mon projet le projet à mon public et de trop calquer le projet d'Anne-Sophie Caillet. Mais en fait, sa thèse, elle est vraiment passionnante et il y a des choses que j'ai pris dedans l'année dernière, des choses que je prends cette année dedans. Là, je vais peut-être commencer à le mettre en place avec le groupe A1 et je pense notamment au dessin qu'elle met en place, à la médiation par le dessin qui est très intéressant. Par exemple, je sais que ça aurait pas du tout marché avec le groupe B, mais avec un groupe plutôt débutant, ça peut être très, très intéressant. Encore une question. Bonjour, je suis coordinatrice ASL à Grenoble. Et du coup, ça arrive quand même de temps en temps d'avoir des tensions sur des points dans certains groupes. Et du coup, on fait notamment des échanges de pratiques avec l'équipe des bénévoles autour de ça pour voir un peu les fils des uns et des autres. Je me demandais, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur comment vous animez ces séances? Est-ce que vous avez par exemple une trame de questions? Est-ce que vous avez des apports? Parce que on peut parler du respect, on peut parler de la loi, enfin il y a différents cadres dans lesquels on s'inscrit. Est-ce que vous avez plutôt un rôle de médiation et vous organisez les prises de parole et les rebonds? Si vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît. L'année dernière, j'avais plutôt une posture un petit peu distanciée. Quand on est vraiment rentré dans les ateliers au 3e, du coup, puisque le premier c'était celui où il n'y avait pas encore le cadre et le deuxième, c'était celui de la création du cadre. Au 3e atelier, on s'est questionné lors de la création du cadre sur quelle était ma place. Et en fait, ils m'ont demandé à m'engager, à moi aussi participer et à moi aussi partager mon imaginaire et ma réalité pour que à moi aussi participer à l'élaboration de la réflexion, en fait. Ce que j'ai fait, sauf que je viendrai après sur le groupe d'aujourd'hui, mais du coup... j'ai aussi pensé à bien rappeler le fait de participer à ces ateliers au même titre qu'eux. J'ai pensé toujours à bien rappeler le principe du droit à l'opacité, c'est-à-dire, je ne sais plus de qui vient cette idée, mais c'est le droit à l'opacité, c'est-à-dire que vous révélez ce que vous avez envie de révéler, parce que du coup, moi, je me posais la question éthiquement de qu'est-ce que j'ai le droit de raconter et qu'est-ce que j'ai pas le droit de raconter. Donc, le fait de me questionner moi dessus, ça me permettait de leur rappeler et de les mettre en confiance. Et également, tous les enjeux que la pratique philosophique peut recouvrir, ça a permis de créer du lien. Donc moi aussi, j'ai été de plus en plus à l'aise et de plus en plus impliquée au fur et à mesure. Mais au niveau de l'encadrement, au contraire, je me suis plus distanciée puisque j'avais pas vraiment besoin d'intervenir. Au premier atelier, si, totalement, je devais tout le temps intervenir pour dire non, écoutez-vous, c'est le respect, ton camarade est en train de parler. Et puis en fait, après, ça s'est fait assez naturellement. Donc j'avais plutôt une posture distanciée et une posture de participante aux ateliers. Par contre, cette année, les modalités sont complètement différentes où là, je suis debout au tableau
et je note. L'année dernière, il n'y avait pas du tout de prise de notes à l'écrit, pas de traces écrites à part les post-it réflexifs. Mais cette année, je note au tableau le concept et on écrit tout autour. Mais tous les apprenants sont assis face à moi. L'année dernière, on était en table ronde, tous assis ensemble. Et cette année, avec le public de cette année, ça ne marche pas du tout. Et j'étais très souvent, je tombais dans l'écueil de monopoliser la parole, en fait, parce qu'eux, ils n'étaient pas très dynamiques. Et en fait, moi, j'avais plein de choses à dire, donc parfois, je monopolisais la parole. Donc, je leur ai dit, maintenant, je vais simplement poser des questions, rebondir pour, en fait, Anne-Sophie Caillé, elle parle d'enseignant facilitateur. Ça va être vraiment rythmer l'échange et ça va surtout être aussi poser des questions pour approfondir des idées. On va pas seulement dire, par exemple, je pense à vendredi dernier, on a travaillé sur le jugement. Si je pose la question, est-ce que c'est possible de ne pas juger? Bah, s'il dit oui, je vais le mener à dire pourquoi, jusqu'à ce qu'il remette, qu'il remette cette idée en question, quoi. Donc ça va être vraiment creuser. C'est plutôt pour ça, en fait, que je suis là, c'est pour vraiment creuser. Voilà. Une question à Donc, distance. il y a aussi une question à distance pour toi, Roman. Et la question est la question de Katia qui se demande s'il y a d'autres MLDS flous en France. Oui, mais je sais pas où. Mais je pense peut-être dans chaque académie, je sais pas. Dans chaque académie. Celle de la Tour du Pin, avant, elle était à Grenoble, mais elle a été déplacée parce qu'on a des apprenants qui viennent de Lyon à Grenoble. Et en fait, pour s'adapter aux besoins des foyers qui accueillent les mineurs non accompagnés, la MLDS FLE a déménagé il y a 4 ans à la Tour du Pin pour être entre Lyon et Grenoble. Donc c'était pour s'adapter aux besoins du public. Et voilà. Une dernière question. Une question, mais c'est peut-être pour répondre, enfin pour faire une remarque par rapport à la personne qui a posé la question du cadrage. Je ne sais pas si toi, Romane, tu utilises ce même cadrage que notre collègue Anne-Sophie Caillé, mais il y a plusieurs phases. Il y a une mise en valeur du plurilinguisme très importante parce qu'en fait, dans cette, je ne sais pas si c'est le même canevas que tu as utilisé, mais on part du concept, en fait, on part de la notion bonheur, liberté, paix, etc. Et dans l'atelier de philosophie que développe notre collègue, tous les étudiants viennent au tableau l'écrire dans leur langue. Et à partir de là, ils essayent de voir s'il y a un mot pour décrire ce concept, 2 mots, 3 mots. Ils les amènent à échanger. Ensuite, à partir de ça, ils sont invités à dessiner. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais c'est comme ça vraiment que se passe l'atelier philosophie chez nous. Ils sont amenés à dessiner la notion et à l'expliquer à leurs camarades, un petit groupe et à la classe. Et ensuite, ils sont amenés à se mettre en petits groupes pour faire une liste de 5-6 questions philosophiques rattachées à cette notion-là. Oui. Et après, il y a un animateur du groupe, un étudiant, qui les donne à tous. Et toutes les questions sont notées au tableau. Et après, il y a un vote des 2 ou 3 questions qui semblent plus importantes au groupe. Voilà comment ça se passe, le cadrage chez nous, en fait, qui est donc porté par Anne-Sophie Caillé. Je le sais parce que j'ai assisté à plusieurs ateliers, donc c'est pour ça que j'essaye de répondre aussi. Donc je ne sais pas si c'est un petit peu le même format. Et après, ça débat, ça échange, ça discute. Par rapport à la valorisation du plurilinguisme, ça, l'année dernière, ça me revient que j'avais essayé de le faire, mais on l'avait fait à l'oral parce que la plupart parlent des langues qui ne s'écrivent pas forcément. Donc, on l'avait fait à l'oral. Et puis après, pour le dessin, je me rappelle que je l'avais proposé, mais qui m'avait dit que c'était, comment dire, infantilisant. Oui, infantilisant. Puis souvent, on avait 45 minutes, 1 heure pour l'atelier, donc ils avaient préféré ne pas utiliser ce procédé-là et plutôt mettre en place le temps de réflexion individuelle au début de l'atelier. Mais c'est vrai que c'est ce que fait Anne-Sophie Caillet, je le note et je sais que ça pourrait resservir un jour. Oui. Mm. Oui, moi, c'est quand même c'est beaucoup moins cadré. Après, il y a aussi, parce que bon, nous, les étudiants que nous avons sont alphabétisés, hein, donc ils doivent écrire une sorte de compte-rendu
de ce qui s'est fait pendant la séance ou les 2 séances, et ils sont invités à aller chercher des ressources de leur propre culture qui peuvent alimenter la thématique, qui fait qu'après, il y a une banque de ressources interculturelles sur la notion, mais qui est alimentée de textes littéraires, d'articles de presse, d'extraits vidéo, etc. Oui. Ça marche très bien chez nous, cet atelier. Mais ce qu'elle fait, Merci. c'est vraiment super complet et très cadré, très détaillé. L'année dernière, oui, moi, c'était vraiment très expérimental, où on voit, où on y va petit à petit. Cette année aussi, mais du coup, là, j'ai toute l'année. L'année dernière, j'avais que 3 mois. Donc, cette année, ça a mis autant de temps à se mettre en place que l'année dernière, mais on va plus dans la... On l'a fait pendant plus longtemps. Et pour l'instant, on a trouvé notre manière de faire avec ce groupe-là, mais en fait, ça se trouve, l'année prochaine, ça sera totalement différent. Et j'aurais peut-être besoin d'utiliser effectivement un cadre beaucoup plus clair, beaucoup plus précis, et des procédés comme le dessin, etc. Et encore une question à distance de la part de Benoît, qui est une étudiante de notre Master 2 à distance, qui pose la question suivante. Comment cela se passe pour le niveau 1-1? Les connaissances du français sont moindres et comment la conversation autour d'une notion philosophique peut aboutir? Voilà, après, je vais lire la suite. Je ne l'ai pas mis en place avec les A1. Donc, je sais pas. J'ai essayé avec le dessin, mais en fait, les A1 cette année ont vraiment un niveau total débutant. Et du coup, on a choisi de ne pas le mettre en place avec eux parce que c'était priorité au contenu purement linguistique. Donc, cette année, voilà, j'ai pas pu. L'année dernière, c'était avec le groupe B parce que pour les besoins du projet, je devais me focaliser que sur un groupe. Cette année, j'ai essayé avec les A1, mais j'ai vu, quand je leur ai expliqué le projet, que ça avait pas du tout pris. Donc j'ai dit, bon, on va se focaliser sur les objectifs linguistiques, c'est plus, c'est un enjeu plus urgent pour le moment. Mais par contre, l'année prochaine, si je continue la MLDS FLE, j'aurai pour objectif cette fois de le faire avec les A1. Et puis la deuxième question, si tu as des supports visuels? Non. En fait, j'écris au tableau. Cette année, j'écris au tableau tout ce qu'on dit sous forme de carte mentale qu'à la fin, on prend en photo. Enfin, s'ils ont envie, ils prennent en photo et ils peuvent le réinvestir après à l'atelier suivant. Mais dans le livre Philosopher avec... Ah non, ça, c'est le livre d'Anne-Sophie Caillet. Le livre où il y a des fiches, c'est Pourquoi et comment philosopher avec des enfants. Je me suis trompée tout à l'heure. Donc, dans Pourquoi et comment philosopher avec des enfants, on a sur les fiches, à chaque fois, pour chaque thème, beaucoup de ressources. Des livres, des vidéos sur YouTube, des textes littéraires adaptés à plusieurs niveaux différents. Donc, si vous êtes intéressé par la pratique philosophique, je vous invite à regarder ces fiches parce que c'est vraiment très complet. Et on a les questions, on a des définitions de notions, mais pas des définitions la liberté 2 points, puisque justement le propos c'est que c'est pas possible de répondre en une phrase comme ça. Mais voilà, ce livre il est vraiment plein de ressources. Et si du coup la personne qui a posé la question, Benoît, c'est ça, est intéressée, je l'invite à regarder ce livre pour les ressources, les supports visuels, etc. Et juste pour aussi rebondir là-dessus, en ressources, il y a un petit livre que j'aime bien, qu'on utilise plutôt pour les enfants en cycle 2, 3, etc., qui s'appelle Les Philofables de Michel Picmal. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas mal à utiliser même avec ce public-là. Oui, il l'utilise beaucoup dans le livre. Il le recommande beaucoup comme support. Si rédigé par Anne-Sophie Caillet et son équipe de didacticiens, un guide qui a été fait l'année dernière pour l'association Dulala, et donc qui s'appelle le guide pour animer des ateliers philo autour de la diversité linguistique et culturelle. Donc il est accessible, il y a quelques séquences qui sont accessibles en ligne gratuitement, et sinon il faut l'acheter, mais il est très complet, il y a beaucoup de thématiques abordées
pour les enfants et les collégiens notamment. Mais c'est sorti quand ce livre 2024, l'année dernière. Ah. Enfin, c'est tout récent, ça date du printemps dernier, donc voilà. D'accord. Ouais. Je me disais, je l'ai pas vu quand je faisais mon mémoire. Bravo Romane, c'était magnifique. Merci. Tu posais la question, le droit à l'opacité, c'est Édouard Glissant, Oui, poétique de la Merci. relation. merci. Voilà, donc je crois qu'on arrive à la fin de cette session, à moins qu'il y ait une autre question. On va donc pouvoir remercier Romane pour cette ouverture, la richesse et l'enthousiasme de son exposé et de ses réponses aussi. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et vos questions.